Donc, nouvelle phase dans notre séminaire, dans l'ensemble de notre journée autour de la planification alimentaire, de l'urbanisme agricole, qui du coup s'ancre dans le recueil d'initiatives foncières Récolte, porté par Terre de Liens INRAE. Du coup, j'introduis rapidement et je remercie dès maintenant les 3 discutants, discutantes de cette table ronde, éminents praticiens du foncier agricole dans les territoires. Donc, Isabelle Touzard, Geneviève Blanc et Jérôme Dubois. Je ne vais pas rentrer précisément dans leurs mandats divers et variés, actuels ou passés, mais sachez que voilà, quand je dis que ce sont des praticiens éminents, ils ont en effet une bonne expérience et puis différentes compétences qui ont été mobilisées à différents échelons territoriaux, notamment quand on parle de collectivités territoriales, on parle beaucoup ici de conseils départementaux, de communes, bien sûr, de mairies, et puis les échelons intermédiaires avec divers établissements publics de coopération intercommunale, de la métropole Montpellier-Rennes jusqu'à également d'autres établissements publics qui portent des SCOT, par exemple. Alors du coup, on va avoir une première phase de discussion avec Jérôme Dubois, Geneviève Blanc et Isabelle Touzard autour de cette première complexité, on va dire, autour de nos sujets du jour. On parle d'urbanisme agricole, de planification alimentaire. Les deux peuvent sembler contradictoires. Alors, le sont de moins en moins. C'est un petit peu ce que l'on a ressenti, ce que l'on a identifié avec Colline Perrin et Yves Cabane juste avant. Ceci étant, ce sont quand même des nouvelles contraintes, des nouvelles injonctions qui arrivent au plan, à la planification, et donc aux collectivités territoriales qui les portent. Et donc ces contraintes-là peuvent aussi être mobilisées, peuvent être source finalement d'innovation ou de projets intéressants et d'opportunités pour les territoires. Donc on va avoir une première phase autour de ces éléments-là. Et on va commencer par Jérôme Dubois, qui justement, alors je précise un tout petit élément autour de Jérôme Dubois, qui a eu une expérience d'élu à différents échelons locaux et puis a également 2 autres casquettes qui sont intéressantes à pouvoir mobiliser aujourd'hui dans notre discussion en tant que consultant, accompagnateur de démarches de ce type et en tant que professeur à l'Institut d'urbanisme également. Donc voilà, il a aussi d'autres ancrages, on va dire, et d'autres engagements personnels qui lui permettent d'avoir une vision un peu plus large des enjeux d'urbanisme. Du coup, Jérôme, je vous laisse la parole. Vous voulez voilà, autour de ces différents enjeux. Bien, merci. Bonjour à tous. Merci de l'invitation. C'est un beau sujet d'actualité. Donc, jolie initiative. Alors, deux, trois petits mots effectivement de présentation. Donc, je parlerai indistinctement avec la casquette du professeur d'université, donc de l'enseignant-chercheur. Il y en a un certain nombre dans cette journée, et de l'expérience de l'élu que je suis encore, de structures porteuses de SCOT, de chartes agricoles et de choses comme ça. Voilà. Deuxième chose, vous dire aussi que, alors on fera moins un voyage qu'avec les 2 intervenants de tout à l'heure où on avait un joli tour d'horizon de la planète. Je vais uniquement fonder mes propos sur la Provence. Alors c'est bien aussi, mais c'est évidemment plus minimaliste comme expérience, puisque les 2-3 choses et les idées que je voulais aborder aujourd'hui se fondent à la fois sur mon expérience d'élu d'une communauté d'agglomération rurale autour de Manosque, porteuse de SCOT, de charges agricoles et de ZAP. Ça, c'est l'élu. Et puis, le prof d'université a beaucoup travaillé sur le territoire provençal, donc historiquement avec la communauté d'agglo du Pays d'Aix et sa charte agricole, avec le Pays d'Aubagne et sa charte agricole, et puis aujourd'hui, avec la métropole Aix-Marseille-Provence qui s'invente aussi des défis agricoles. Donc voilà, on va rester très, très provençal. Donc, comme on n'a que 4 minutes, donc plus que 3, trois idées que je voulais poser là. Avec ces doubles casquettes. Donc la première, c'est que effectivement, on tâtonne beaucoup sur la question du lien urbanisme et agriculture parce que la question est très très nouvelle. C'est-à-dire que pendant des décennies, on a cloisonné en matière d'action publique sur des thématiques étanches. C'est-à-dire le monde agricole s'occupait du monde agricole et de la production agricole en lien avec les services de l'État et les DDA à l'époque, et les urbanistes et les élus locaux faisaient du droit des sols de l'autre. Et donc la conjonction de ces 2 choses, c'est finalement assez récent.
intéressant. Et donc, évidemment, ça prend du temps, il y a des phénomènes d'apprentissage, il y a des inventions de dispositifs, enfin, il y a beaucoup de flou dans tout ça. Et ça, pour moi, ça ne doit pas tellement en choquer. Je voulais vous dire que, en fait, si on regarde l'article L110 du Code de l'urbanisme qui explique ce que c'est, quels doivent être les grands objectifs de l'urbanisme, il a été changé plein de fois ces 15 dernières années. On y a rajouté la transition énergétique, on y a rajouté la biodiversité, mais il n'y a toujours pas la question agricole. Donc la question agricole, elle s'invite assez récemment dans le débat de l'aménagement, d'où les formes d'expérimentation. C'était le premier élément d'introduction. Deuxième élément d'introduction, ce que je voulais dire, c'est que la question de l'agriculture, donc ça invite dans la planification et dans les politiques publiques des collectivités territoriales, des communes et de plus en plus des intercos, évidemment, puisqu'on a surtout des témoignages d'intercos qui ont la compétence générale aménagement du territoire. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette compétence agriculture, elle n'arrive pas seule. Elle arrive au moment où le législateur charge la barque des collectivités territoriales. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'urbanisme et de l'agriculture aujourd'hui sur lesquels il faut travailler, c'est urbanisme et transition énergétique, je l'ai dit, et planification énergétique, agriculture et biodiversité, agriculture et question des pollutions, urbanisme et question des pollutions. Et donc, en fait, on a une forme de multiplication des injonctions des collectivités en matière d'aménagement à embrasser de plus en plus de sujets. Donc, il y a une espèce d'embouteillage des démarches et des enjeux. C'est ça que je voulais dire. Et donc, du coup, la façon dont l'agriculture va être perçue localement, c'est aussi lié au fait qu'il n'y a pas que ça comme débat. Et si je dis ça, c'est que aujourd'hui, on travaille beaucoup là-dessus en sociologie politique, en action publique locale, c'est que vous avez une multiplication des formes de réticence des élus face à cette multiplication des injonctions, parce que derrière, il faut monter des politiques publiques, il faut mettre en place des ressources, mais ce n'est pas forcément qu'ils sont contre la transition énergétique, contre l'agriculture ou contre la biodiversité, c'est qu'ils ont, en plus de ces nouvelles fonctions, il faut qu'ils exécutent leurs anciennes compétences depuis les écoles jusqu'au réseau routier. Donc, on a un vrai débat là aujourd'hui là-dessus. Troisième chose que je voulais dire, et Damien, vous me couperez la parole si je suis trop long, c'est que du coup, comme on est dans un contexte un peu nouveau, protéiforme, multiforme, eh ben, on assiste, lorsqu'on fait de l'aménagement du territoire, à la multiplication et à la grande diversité des démarches. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, la question de l'agriculture dans la planification, elle va être abordée très différemment selon les territoires. C'est-à-dire qu'il y a des territoires, on l'a dit ce matin, qui en font le nœud de leur projet de territoire, de leur planification, de leur projet de société. Et puis, à l'inverse, vous avez des territoires qui délaissent complètement la question. Donc, aujourd'hui, c'est difficile de parler d'une façon un peu univoque du lien en France entre agriculture et aménagement, puisqu'il faut aller voir au cas par cas pour voir comment, en fonction des circonstances locales, des choix et des arbitrages politiques locaux, la question est accaparée par le milieu local. Très bien, merci Monsieur Dubois. Du coup, on va aller vers votre voisine Geneviève Blanc, qui va nous parler un petit peu justement de l'expérience du conseil départemental du Gard, qui finalement a pris une forme de compétence, on va dire ça comme ça, par un angle qui était notamment le risque, la lutte contre les risques inondations et incendies, et a engagé une politique de facilitation de l'appropriation de ces enjeux par les EPCI, justement, qui ont la première compétence de l'aménagement, avec un dispositif qui a été construit qui s'est appelé les PLU Gare Durable. Alors Geneviève, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus autour de ce dispositif? Oui, bonjour. Donc, moi, je suis donc vice-présidente du département du Gard, déléguée à l'environnement et la prévention des risques naturels et depuis mars 2020, maire de la commune d'Anduze, donc dans le Gard également, bien sûr, Piémont-Cévenol. Concernant le département du Gard, la démarche qui s'appelle PLU Gare Durable, en fait, elle est issue on va dire, du plan climat du département. Et surtout, cette démarche-là, finalement, elle a été poussée par une concertation départementale
ce sont les citoyens qui ont fait de l'urbanisme un enjeu important pour le département, finalement en reliant ce que vous évoquiez tout à l'heure, les questions de l'agriculture, du cadre de vie à l'urbanisme. Une inquiétude, quoi, finalement, hein, de ceux qui participaient à cette grande concertation. De là sont nés plusieurs axes politiques et notamment les PLU Gare Durable. Donc, la démarche, elle s'appuie sur le fait que un PLU s'appuie sur le développement durable, c'est-à-dire concilier environnement, équité sociale avec l'économie, qui prennent en compte les enjeux de la commune, que sont les déplacements, les risques selon lesquels ils sont, hein, dans le lieu où se situe la commune, et puis la question des ressources naturelles, et notamment dans notre coin, enfin, c'est la ressource en eau est quelque chose de majeur dans le Gard, enfin, comme ailleurs, hein, j'imagine, mais bon, en tout cas chez nous, c'est très important cette question de la ressource en eau. Et puis, lorsqu'on m'a demandé de piloter cette démarche de PLU Gare Durable, moi, j'ai pris le parti de m'appuyer sur effectivement la mobilisation citoyenne et donc d'ancrer cette démarche dans une concertation citoyenne assez forte, avec un budget dédié pour lancer cette expérimentation de PLU Gare Durable. Donc, c'est une expérimentation qui a commencé par 6 communes très différentes du Gard, de la montagne jusqu'à la mer, en passant par la plaine. Et donc, on a commencé cette dynamique comme ça. Cette expérimentation se poursuit aujourd'hui, donc c'est-à-dire que les communes peuvent continuer à s'inscrire dans cette démarche PLU Gare Durable. Avec donc, outre une concertation citoyenne, elle s'appuie également sur une concertation en amont des personnes publiques associées, c'est-à-dire que l'État, le département, enfin tous qui sont associés à un PLU ne viennent pas simplement en aval pour dire ça va ou ça va pas, mais ils sont dans la co-construction du PLU également, et ça c'est important. Disons que ce qu'on s'est dit, c'est qu'il fallait que le principe, c'est de prendre le temps de faire un PLU de cette manière-là, plutôt que de le faire rapidement et ensuite de le recommencer 2 ou 3 fois, comme c'est le cas dans pas mal de petites communes, notamment hein, qui essayent d'aller au plus vite parce que ça leur semble simple, mais finalement, c'est quelque chose de très complexe et qui demande beaucoup de détours pour arriver à aller vite, quoi. Voilà, c'est un peu Alors après, ce qui me semble, ce qui est apparu dans cette expérimentation, c'est qu'il y avait effectivement un enjeu de formation pour les bureaux d'études d'urbanisme, c'est-à-dire ils ne sont pas formés à la concert. Enfin, en tout cas, ils n'étaient pas formés en 2010 quand j'ai commencé moi, ce pilotage. Il y avait peu de bureaux d'études, voire pas, qui étaient formés à la concertation citoyenne. Depuis, ça a évolué. Hein, ils ont fait ce travail-là, quand même, certains en tout cas. Et donc ça, c'est quelque chose qui me semble important, c'est que soit il faut avoir un budget dédié, soit il faut que le bureau d'études soit formé à cette concertation citoyenne et concerté au bon moment, c'est-à-dire au moment du diagnostic et du projet d'aménagement et de développement durable, parce que c'est là que les citoyens ont toute leur place pour exprimer la commune telle qu'ils la voient à 20 ans, 20 ans, 30 ans. Et puis ensuite vient le zonage. Et ce qui est très important aussi, c'est que cette concertation, elle permet, faisant émerger des intérêts collectifs et partagés, elle permet de faire un pas de côté par rapport à la négociation de gré à gré auxquelles on assiste dans beaucoup de PLU. S'il n'y a pas ces garde-fous-là. Hein, voilà. C'est avant le zonage qu'il faut que la concertation ait lieu. Ce n'est pas une concertation sur je veux cette terre constructible ou pas. C'est qu'il faut que le zonage soit le résultat d'un travail collectif
et qui du coup, quelque part, va s'imposer à tout le monde. Voilà. Très bien, merci Geneviève. En effet, du coup, c'est réussir à renverser un petit peu le prisme de la perception, j'ai envie de dire ça comme ça, des cadres qui peuvent être vécus comme des contraintes, et notamment la demande de concertation, qui, bien saisis, intelligemment réinvestis, permettent du coup d'avoir des opportunités. Du coup, je me tourne maintenant vers Isabelle Touzard qui va nous expliciter un petit peu l'histoire, alors rapidement, on ne va pas remonter trop loin non plus, mais de la politique montpelliéraine qui est assez intéressante et importante, et notamment sur l'aspect de maîtrise foncière. On l'a vu un peu tout à l'heure sur les différents leviers mobilisables qui ont été expliqués par Colline Perrin. Le deuxième, on intervient sur le marché en direct, donc plusieurs possibilités, dont le fait de devenir propriétaire en tant que tel. Ça a été une politique qui a été poussée et réfléchie au sein de la métropole montpelliéraine, avec notamment la question des agri-parcs. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots et puis nous dire justement quelle est la dernière actualité avec ce sujet? Bonjour, merci également pour l'invitation. Oui, bon, pour répondre à votre question en préalable aussi, bon, il y a eu en amont un gros travail de fait sur le schéma de cohérence territoriale dont la révision s'est terminée l'année dernière, et dans le cadre du PLU intercommunal, puisqu'il s'impose à nous dans le cadre du statut de métropole, et je rejoins un peu tout ce qui a été dit précédemment. Donc en fait, la métropole, une intercommunalité comme une métropole intervient à plein de titres, notamment en tant que propriétaire. Donc il y a eu cette ambition d'acquisition par la métropole de réserves foncières, comme toute intercommunalité bien entendu, mais dans des objectifs voilà, ce qu'on appelle de création de fermes ressources ou de lieux voilà, où, au travers de une réflexion sur l'installation d'agriculteurs et d'éleveurs, on joue ce rôle un peu moteur, voilà, et on essaie voilà, de relancer cette dynamique de reconquête de l'agriculture en milieu périurbain. Parce que là, il s'agit de milieu périurbain. Bon, on a un cas en zone urbaine, le domaine de la Condamine. Donc voilà, là, c'est l'interco, je dirais, au travers de ces propriétés qui joue ce rôle aussi de réflexion en termes d'ingénierie, de démarche, de méthode, parce que c'est pas simple, et parce que l'interco a une autre casquette qui est d'être un peu en appui de ces communes. La métropole de Montpellier compte 31 communes, la commune centre de Montpellier, mais aussi 30 communes pour vous donner une échelle, il y a 42 000 hectares et il y a 460 000 habitants sur la métropole de Montpellier. Sachant que les communes, comme vous l'avez dit, à cet échelon-là aussi, ont ces dynamiques plus ou moins fortes, souvent fortes, de plus en plus fortes d'acquisition foncière pour le maintien de l'agriculture ou de l'élevage, mais souvent démunies en termes de méthode, de démarches pour que ces projets deviennent réalité, avec, on n'en a pas parlé, mais souvent un passé qui fait peur, parce qu'il y a eu des échecs, il faut le dire. Il y a eu aussi beaucoup, les maires dans les communes sont souvent confrontés à des permis de construire dont on se pose la question du réel projet agricole et de sa soutenabilité derrière. Donc voilà, des maires frileux. Donc il faut voilà, voir comment on peut rassurer à la fois avec nos partenaires, donc dans le cadre de notre politique agroécologique alimentaire mise en place en 2015. On a bien entendu travaillé et de plus en plus, on se rend compte comment un écosystème se met en place, aussi bon, les acteurs classiques du développement de l'aménagement rural, on les connaît tous, avec des nouveaux qui interviennent, je pense au Conservatoire des espaces naturels au travers des mesures compensatoires. Donc tout un écosystème qui se met en place, mais qu'il s'agit d'organiser aussi quelque part pour que voilà, les communes voilà, soient appuyées. Voilà. Alors il y a des cas très simples quand il s'agit d'accompagner l'installation d'un agriculteur, d'un maraîcher ou d'un éleveur sur une unité foncière bien donnée. C'est le cas le plus simple et encore, pas toujours très facile parce que parfois voilà, des difficultés arrivent.
Mais on a des cas sur la métropole où ce sont des grands domaines qui ont été acquis, notamment, j'y reviens par le biais des mesures compensatoires, et où là, il s'agit carrément d'aménagement rural à une échelle assez grande. J'ai en tête, on a plusieurs cas hein, sur la métropole, j'ai calculé, on en est à plus de 500 hectares hein, entre foncier métropolitain et foncier communal qui sont en ce moment en cours de projet. Là, je parle depuis 2015, où soit les installations ont été réalisées et sont en phase de consolidation, ou soit les études sont menées, mais ça fait 500 hectares, hein, avec des emprises qui vont de quelques hectares, 4 ou 5 hectares, jusqu'à 200 hectares, pour les domaines les plus vastes. Donc on voit que les questions se posent différemment. Et je peux prendre juste un petit exemple, parce qu'on a échangé là-dessus en préparant cette intervention, qui est pour nous est très intéressant. C'est sur une des communes, La Vérune, pour ne pas la citer, qui est aux portes de Montpellier, dans vraiment la première ceinture, hein, donc sous une pression foncière ultra forte. Vous imaginez, tout près de la 7e ville de France, quand même, Montpellier. Et là où la commune est en train, en tant que maître d'ouvrage, de se porter acquéreur d'un domaine de 25 hectares en plein cœur urbain, et où, en plus, avec une problématique qu'on n'a pas évoquée jusqu'à présent, mais qui peut arriver en zone urbaine, c'est la question réglementaire de la proximité d'un monument historique, pour ne pas l'expliquer ici, un château, et où en plus, donc, l'architecte des bâtiments de France vient donner une contrainte en plus. Mais du fait, il faut toujours transformer les contraintes en opportunités. On nous demande de réfléchir à un permis d'aménager agricole. Voilà, un permis d'aménager agricole, ça peut être un outil très intéressant, très intégrateur, parce qu'il nous amène, il nous oblige à réfléchir vraiment cette question de l'aménagement, de la planification à cette petite échelle, sachant que, on n'en a pas encore parlé, l'agriculture, l'élevage, ça a cette particularité que c'est du vivant. Donc les projets sont mouvants, sont évolutifs. Et comment, au travers de ce permis d'aménager, de ces opérations à maîtrise d'ouvrage communale, mais qui veut créer un tiers-lieu, hein, au travers d'une SIC, hein, c'est la volonté de la commune, un tiers-lieu agricole, comment poser les bases de ce qui vont être un écrin dans lequel les futurs agriculteurs éleveurs pourront développer leurs projets, et notamment en termes de bâti, sachant que tout n'est pas donné au départ. Voilà, pour vous partager avec vous quelques sujets qu'on aborde au-delà des questions de planification, Scott PLU, en ce moment au niveau de la métropole de Montpellier. Très bien, merci. Alors, ça fait un beau lien vers la suite parce que, en effet, l'agriculture joue et prend soin du vivant, et les territoires sont éminemment vivants aussi, bien entendu, ce qui est moins le cas des cartes. Alors, même si on réussit de plus en plus à faire des outils qui sont dynamiques, mais pour passer de la carte au territoire, d'une certaine manière, il y a un enjeu central, vous l'avez un petit peu dit chacun, et on l'a déjà entendu ce matin aussi, mais c'est la participation des acteurs à l'ensemble des dispositifs qui sont mis en place par les collectivités territoriales. Alors, qu'est-ce que justement a pu être lancé, testé, expérimenté par chacun de vous dans des différentes expériences? On va justement mettre une petite focale là-dessus, sur l'enjeu de la participation, notamment particulièrement avec les premiers concernés, les agriculteurs, les organisations professionnelles agricoles, la profession d'une certaine manière, les propriétaires aussi. On pourrait élargir par la suite à tout ce qui fait territoire au-delà des seuls agriculteurs, mais déjà concentrons-nous sur leur participation. Jérôme Dubois, du coup, vous avez mentionné rapidement le fait que vous aviez une expérience de constitution d'une zone agricole protégée associée à une charte agricole. Du coup, pourquoi est-ce que c'est arrivé sur la table, ces dispositifs, ces idées-là, et puis qu'est-ce que ça a permis en termes de participation avec notamment les agriculteurs du territoire? Vrai gros sujet, mais il y a deux questions très, très vite. Pourquoi est-ce que la ZAP arrive? Et puis après, je répondrai sur la question de concertation. Vous dire que la ZAP, elle arrive, mais elle arrive de façon détournée, puisque j'écoutais avec attention ce que disait la collègue de Montpellier. La ZAP, elle arrive dans le cadre de réflexion générale, de montée en puissance de l'intercommunalité, puisqu'elle est portée par la communauté d'agglomération des LVA. Alors, c'est tout petit, hein, c'est 63 000 habitants autour de Manosque, au sud des Alpes de Haute-Provence, mais c'est un territoire qui évolue très vite parce que c'est un territoire qui est
c'est pas la Vérune à Montpellier, mais c'est un territoire qui est contre Aix-Marseille Métropole. Et donc, du coup, qui fait partie de la première couronne d'Aix-Marseille Métropole, donc des territoires ruraux, mais qui doivent faire attention parce qu'ils ont de puissants voisins. Voilà, pour le contexte. Et donc, du coup, ce territoire se structure et invente des projets un peu structurants à travers un SCOT qui est porté par l'intercommunalité. Et c'est une façon dont des communes qui se pensaient rurales, plutôt de petite taille, vont se fédérer pour s'inventer un avenir commun. Et donc la ZAP, ça découle de ça, mais ce n'est pas l'agriculture qui est au centre. La ZAP, c'est une conséquence du SCOT, et notamment c'est une conséquence des débats dans le SCOT sur les consommations d'espace, puisque c'est un territoire qui évolue assez vite, qui est attractif, et c'est un territoire qui a des grands projets, notamment en matière de transition énergétique et de planification énergétique. Donc du coup, qui a besoin d'espace. Et la ZAP, elle naît d'une discussion avec les services de l'État qui disent aux élus de l'agglo, bon, on veut bien vous accompagner dans vos enjeux en matière de développement économique et de planification agricole et de planification énergétique, mais en revanche, il faut que vous nous rassuriez quant à votre capacité à pérenniser l'activité agricole. Et donc, il y a un deal politique, je le dis très vite, qui consiste à dire, eh bien, OK, si vous nous laissez faire un certain nombre de choses dont je ne parlerai pas là, qui ne sont pas inintéressantes, notamment en matière énergétique, à ce moment-là, les élus s'engagent à sanctuariser à travers une ZAP les bonnes terres agricoles de la vallée de la Durance. Voilà. Donc, du coup, la ZAP est un avantage collatéral d'un débat plus large d'aménagement du territoire. Ça, c'était une chose que je voulais quand même poser. Et puis après, il y a un débat, effectivement, c'est comment on fait une ZAP sur un territoire qui n'avait pas les outils, puisque je disais tout à l'heure, on est dans de l'expérimentation, personne n'avait travaillé ZAP. Donc, là aussi, il y a des arrangements, mais qui sont plutôt intéressants, qui sont des processus d'appropriation ou des processus d'apprentissage. Premier processus d'apprentissage, c'est l'agglo qui va porter le projet. Pourquoi ? Pas parce que les communes sont des petites communes qui ne sont pas en capacité nécessairement de mobiliser de l'ingénierie en matière de production agricole, en matière de réflexion sur les sols agricoles, en matière de filières stratégiques. Donc, du coup, l'agglo se positionne en maître d'œuvre, si vous voulez, d'une politique agricole sur l'ensemble du territoire, à l'articulation entre les services de l'État, je l'ai dit, la région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui nous a aidés, et les communes qui avaient besoin d'ingénierie dans le domaine. Sachant qu'évidemment, on est dans des rapports discuter, c'est-à-dire que si l'agglo s'occupe de piloter le dispositif, ce sont les communes qui gardent la main et qui, in fine, acceptent ou pas, c'est un débat en conseil municipal, l'agglo ne fait que porter, l'agglo propose et les communes disposent, donc on a une discussion, l'agriculture devient un projet fédérateur parce qu'il y a des allers-retours extrêmement précis avec les communes dans le cadre du SCOT et de leur futur PLU, parce qu'effectivement, là, à l'inverse de Montpellier, nous ne sommes pas encore passés au PLUI. Voilà, donc les communes, évidemment, vont devoir transcrire ces volontés de l'agglo un peu collective en termes de ZAP dans leurs documents d'urbanisme. Donc, il y a ce travail de mise en musique qui est assez intéressant. Dernière chose que je voulais aborder, effectivement, ça concerne la concertation. Eh ben, le fait de monter une ZAP, effectivement, donc c'est un saut dans l'inconnu. Hein, je disais tout à l'heure, il y a des formes de réticence aujourd'hui des élus locaux. Ce n'est pas forcément qu'ils sont contre les questions agricoles, je ne voudrais pas que mes propos soient mal interprétés, mais c'est que ça peut faire peur parce que c'est l'invention d'une nouvelle compétence. Et encore une fois, invention d'une nouvelle compétence, ça veut dire payer des bureaux d'études, ça veut dire, si on veut suivre les dossiers, nommer 1, 2 ou 4 personnes qui suivent les questions agricoles, et puis ça veut dire effectivement prendre des décisions sur un domaine un peu nouveau. Par exemple, dans le cadre de la ZAP, qu'est-ce qu'on zappe, qu'est-ce qu'on ne zappe pas. Donc, c'est-à-dire quelles sont les terres agricoles qui doivent être zappées, soit parce qu'elles ont des caractéristiques en termes extraordinaires. Oui, mais alors comment on définit les bonnes terres, la question des bonnes terres agricoles dans les diagnostics agricoles des documents d'urbanisme? C'est un vrai enjeu, on pourrait faire un colloque là-dessus, parce que chaque bureau d'études a sa propre démarche, chaque service de l'État en département a ses propres exigences, et selon les départements, ça ne va pas être les mêmes, il n'y a pas une définition univoque de ça. Donc, travail avec les bureaux d'études, travail avec la profession agricole, parce que là aussi,
aussi évidemment alors les grands représentants, les syndicats majoritaires et les syndicats pas majoritaires. Donc ça veut dire que là aussi, c'est très bien, je suis favorable au débat d'élus, mais ça veut dire que les élus vont s'immiscer dans un débat dans lequel ils n'ont pas forcément l'habitude de participer. Donc, cette question des terres agricoles, cette question des milieux agricoles, la question des filières aussi. C'est-à-dire, puisque sur un territoire, la production agricole va prendre de multiples formes et l'irruption de l'agriculture dans la planification, je disais, va donner l'obligation de faire des choix. Est-ce qu'on développe les grandes cultures ou le maraîchage? Est-ce qu'on développe des cultures qui nécessitent de l'eau ou finalement, compte tenu du fait qu'on anticipe, comme dans le Gard, les effets des changements climatiques, on va plutôt appuyer sur des filières un peu nouvelles qui nécessitent un peu moins d'eau. Ça veut dire que du coup, la collectivité va s'immiscer dans un débat de production agricole. Ce n'est pas son métier historique, c'est ça que je voulais dire. Et pourtant, il va falloir le faire. Quelle filière mettre en avant? Voilà, donc ce grand débat-là, on m'en a parlé ce matin sur les circuits courts, là aussi, je ne peux pas être trop long, mais est-ce que, notamment pour la Haute-Provence, est-ce que débat politique, mais qui est glissant, qui est intéressant mais glissant. Est-ce qu'on va favoriser les grandes cultures ouvertes à l'exportation, c'est-à-dire en gros les pommiers qui partent en Russie et au Maghreb, les pommes, pardon, pas les pommiers, c'est les pommes qui partent. Donc les productions fruitières qui partent à l'export, ou est-ce qu'on est sur un débat, non mais finalement, ces grandes productions agricoles qui sont du PIB, qui sont de l'emploi, il y en a un peu assez, et du coup, on est plutôt sur des questions de circuits courts. Donc, quel lien entre les circuits courts et les grandes productions? Qu'est-ce qu'on met en avant? Qu'est-ce que les élus vont porter comme discours? Le débat sur est-ce qu'on met en avant toutes les formes d'agriculture conventionnelle ou la place du bio? Je vais être franc, on n'a pas tranché aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on ne veut pas s'enfermer dans ce débat-là. Les auditeurs nous jugeront peut-être un peu pleutres, mais on n'a pas réussi à construire un consensus d'élus en disant c'est que du bio, rien que du bio et rien hors du bio, ou non, finalement, on est sur des grands territoires de production agricole mondialisés, je l'ai dit, et à ce moment-là, on sait que l'agriculture conventionnelle, c'est 90% du chiffre d'affaires de la filière agricole, donc on est bien obligé d'en tenir compte. Voilà, donc je m'arrête là, mais si vous voulez, le débat sur une ZAP et le débat sur l'invention d'une compétence agricole par une collectivité, ça va poser toutes ces questions. Alors, très bien, merci beaucoup. Justement, sans aller tout de suite sur les enjeux de filière et de type d'agriculture à imaginer, à planifier, à développer, déjà le fait de ne pas raisonner en vase clos d'élus, c'est un élément aussi que je retiens de votre intervention. Et donc, pour intégrer une nouvelle compétence d'une certaine manière et pour pouvoir la partager également, il est essentiel de pouvoir discuter avec l'ensemble des parties prenantes du territoire qui travaillent sur ces filières-là. Il y a une expérience intéressante justement à Anduze autour du renouvellement du règlement du PLU et avec la construction d'une commission particulière. Geneviève Blanc, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots complémentaires, s'il vous plaît? Oui, donc effectivement, donc nous avons un PLU, enfin nous avons été élus donc sur la commune d'Anduze en mars 2020. Donc Anduze, c'est juste pour préciser, on est encore là, c'est le Zoom, il est encore sur c'est sur un micro endroit, hein, puisque Anduze, c'est 3500 habitants, donc c'est un gros village avec des problématiques de petites villes, pour résumer le contexte. Donc, on a été élu en mars 2020. On avait, lors de la campagne municipale, affiché notre volonté politique de mettre en avant l'agriculture comme préoccupation municipale et donc communale. Et que ça trouverait, on avait dit que ça trouverait une concrétisation, une suite dans le cadre du PLU. Et en parallèle, effectivement, on a créé une commission agriculture, une commission ouverte qui a démarré en septembre 2020. Donc, c'est tout frais, hein, ça a juste quelques mois, quelques réunions.
commission à laquelle nous avons invité donc, les agriculteurs. Il n'en reste pas beaucoup sur Anduze. Donc, on les a tous invités. On n'a pas fait le tri, justement, entre les agriculteurs, on va dire, conventionnels et ceux qui sont plus orientés sur l'agriculture biologique, l'agroécologie. On a les deux, on les a tous invités. Et des personnes ressources locales, hein, c'est-à-dire un ancien agriculteur, effectivement, qui a toujours travaillé en agroécologie, un ancien administrateur de Biocoop qui était, qui était en relation avec les producteurs. Donc, pour apporter des regards différents de ce que les élus peuvent avoir. Les élus, ils ont des préoccupations, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas forcément, en tout cas, le vécu et l'expertise agricole. Donc, c'est la raison pour laquelle nous nous sommes entourés de cette façon-là. Et à cette commission, donc, nous avons invité des personnes morales également, institutions ou associations, comme Terre de Liens, et le département, la SAFER. Et donc, nous bénéficions d'un accompagnement aujourd'hui de Terre de Liens pour cette commission agriculture, pour structurer les enjeux, pour dégager, pour structurer un diagnostic agricole et pour structurer une offre agricole communale, hein, pour installer de nouveaux agriculteurs sur la commune. Et tout cela doit nous amener à élaborer un plan alimentaire local avec l'accompagnement du conseil départemental du Gard. Effectivement, voilà. Mais c'est vrai que la commission, finalement, elle permet d'associer les compétences que la commune n'a pas forcément à l'interne. C'est la richesse de ce type d'expérience et de structuration à l'échelle d'une commune petite, hein, 3500 habitants. En effet, ouais, c'est ce que je retiens, c'est associer largement, limiter à certains représentants, certaines parties prenantes, pour du coup être en capacité de prendre sereinement ces nouvelles compétences d'une certaine manière, alors qu'elles ne sont pas des compétences en tant que telles, mais que c'est plutôt une compétence de fait qui arrive dans les collectivités. Associer largement, c'est aussi une réflexion qui est arrivée à Montpellier, si je ne me trompe pas, notamment dans une optique de tentative d'élargissement, on va dire, de la politique de maîtrise foncière que vous avez engagée, qui a porté ses fruits. Comment est-ce qu'on va au-delà en mobilisant les propriétaires? Est-ce que c'était un petit peu la logique de Montpellier, ouais, si j'ai bien compris? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que Colline l'a déjà très bien expliqué. Même si on a des documents de planification qui affichent des volontés claires, ce n'est pas pour autant que le foncier agricole est mobilisable pour les projets d'agriculteurs, loin de là, dans nos zones périurbaines, hein. Et donc, voilà, déjà, ce foncier public communal ou intercommunal, donc, on voit un petit peu, il est objet, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'expérimentation de nouvelles méthodes d'ingénierie, d'accompagnement à l'installation et tout. Et donc, on a voulu se tourner aussi vers les propriétaires privés. Donc là, nos interlocuteurs, ce ne sont pas les agriculteurs, ce sont les propriétaires, qui parfois sont exploitants. Mais beaucoup sur la métropole sont des propriétaires non exploitants et qui, pour certains, voient ce foncier comme une réserve future pour potentiellement constructible. Pour d'autres, comme dans beaucoup d'endroits, je pense, il y a eu historiquement des subdivisions parcellaires au gré des héritages, enfin des indivisions et tout. Enfin bref, on a un foncier qui s'est très dégradé, qui est très morcelé, qui est parti à l'abandon, qui s'enfriche. On a un gros problème de friche, hein, d'enfrichement, comme c'est le cas dans beaucoup d'endroits. D'ailleurs, la DDTM sur l'Hérault a fait un beau travail sur cette question des friches, qui va être un point de départ pour nous aussi, pour retravailler là-dessus. Donc, on est dans une politique de reconquête, et parfois, je compare ça à un front pionnier, c'est-à-dire que les enjeux, c'est non seulement de mobiliser le foncier, mais c'est aussi de le remettre en état. Et le coût de cette remise en état du foncier, le défrichement, la repose des déjà le fait de reconstituer des unités foncières intéressantes, hein, pour les agriculteurs,
Voilà, défricher, remettre des clôtures périmétrales, des chemins d'accès, parfois l'irrigation, c'est des coûts que l'agriculture ne pourra jamais supporter. Et donc, il faut qu'on s'organise aussi pour ça. Donc, fort de cette analyse, on a l'ambition à la métropole voilà, d'expérimenter. Hein, on va voir ce que ça va donner. C'est pas facile. C'est des associations foncières autorisées, agricoles autorisées. Donc là, des associations de propriétaires. L'idée étant d'inclure dans ces propriétaires les communes, le foncier public et métropolitain. Parce que je vous ai parlé des 500 hectares qui sont en ce moment dans une dynamique, je dirais, claire déjà de projets. Autant il y a d'autres réserves hein, très grandes, notamment de garrigues hein, autour de Montpellier, propices au pastoralisme, mais pas que. Il y a aussi des terrains agricoles cultivables. Et donc, ces AFA vont, donc là, un gros travail fait avec les maires, hein, bien entendu, qui eux-mêmes ont fait ce travail auprès des propriétaires pour aller vers eux et leur proposer, pour ceux qui étaient prêts, de s'associer à cette AFA pour pouvoir, sur la base de projets co-construits, d'une vision hein, de ce qu'on veut comme agriculture, comme élevage sur nos territoires, tout ça étant cohérent avec les documents de Scott notamment, les associer pour créer une sorte de syndic. Hein, une AFA, c'est ça, c'est une sorte de syndic de propriétaires qui va ensuite gérer ce foncier, mais qui en plus, en tant qu'établissement public, aura un intérêt, c'est de pouvoir monter des projets d'investissement sur ce foncier et aller chercher les financements. Et en plus, dans notre réflexion au niveau métropolitain, on se dit que ces AFA, au-delà de la mobilisation du foncier, s'inscrivent aussi dans une dynamique d'économie hein, agricole, on en a parlé tout à l'heure, de relance de filières. Hein. Nous, on sait quelle filière on veut, ça, on pourra peut-être faire le lien tout à l'heure avec plus globalement la politique alimentaire. Mais pour ce faire, mobiliser les compensations agricoles, qui sont des opportunités d'avoir des financements, qui commencent à arriver, hein, et qui peuvent être une possibilité, par exemple, de rémunérer un animateur, parce qu'il faut de la ressource humaine. Hein. Vous l'avez dit, mobiliser le foncier, c'est énormément de temps, c'est un travail de fourmi. Et c'est un travail de co-construction, c'est extrêmement complexe. On co-construit à la fois, on reconstruit des structures d'exploitation qui se sont délitées au fil des décennies. Comme je dis souvent, ça fait 100 ans que le territoire métropolitain est en déprise agricole, comme dans les montagnes. J'espère qu'il ne fera pas autant d'années pour reconstituer un tissu agricole. Voilà, donc c'est tous ces enjeux qu'on tente d'affronter au travers de cet outil d'AFA. Donc l'idée est avec 11 communes de créer. Alors on est en train de réfléchir au périmètre hein, de ces AFA et à leur but, leur finalité, plus ou moins pastorale, plus ou moins agricole. Et donc on est en cours d'élaboration, de mise en place de ces AFA. Super, merci beaucoup. Donc en effet, on entend pas mal d'éléments aussi derrière ces témoignages-là, à la fois sur la question des échelles et de la co-construction, et comment est-ce qu'on construit et reconstruit à l'échelle de la ferme, voire du bâti spécifiquement dans la ferme, de la structure foncière et du territoire, en mobilisant les échelons supérieurs des acteurs publics et également un ensemble de parties prenantes du territoire pour la co-construction de ces dispositifs-là. Et on entend bien que ça demande du temps. On en a déjà un petit peu mangé. Du coup, contrairement à ce qu'on avait imaginé, je vous propose de garder ce que vous aviez prévu de raconter dans la troisième séquence, peut-être pour pouvoir l'injecter dans des réponses à des questionnements. Est-ce que Yves Cabane et Colline Perrin peuvent nous rejoindre pour avoir un peu leur retour justement sur l'invitation d'Isabelle Touzard de pouvoir relier à ces questions alimentaires, et puis aussi de Jérôme Dubois qui le mentionnait hein, sur l'agriculture, certes c'est du foncier, de la terre, des personnes qui prennent soin de ces terres et qui alimentent les territoires, et puis derrière c'est des filières, c'est des organisations économiques également. Donc ce sont d'autres compétences finalement ou d'autres enjeux qui en sont issus. Colline Perrin, est-ce qu'une réaction peut-être d'une manière générale sur ce que vous avez entendu autour des enjeux de justice peut-être et en tout cas par rapport à la liaison entre les enjeux agricoles et
et ceux de la planification urbaine. Oui, merci. D'abord, je voudrais dire que moi, j'ai trouvé que ces échanges, ça permettait d'avoir un aperçu très réaliste du quotidien des élus locaux, où à travers vos différents témoignages, on comprend que la charge est lourde et qu'avec la décentralisation, il y a beaucoup de responsabilités, beaucoup de compétences qui reposent aujourd'hui sur vous, et que ce n'est pas forcément évident de prendre en compte tout ça et en même temps de répondre aux attentes des citoyens avec parfois pas beaucoup de moyens pour le faire. Du coup, d'abord, je voulais vous remercier d'avoir accepté de participer à ces échanges, et je pense que c'est important aussi pour les personnes qui écoutent de se rendre compte de votre perception à vous de ce qui est compliqué ou comment ça peut avancer, etc. Et du coup, peut-être une question qui est arrivée dans le chat récemment pour démarrer, de Michel Jabrin, sur comment on fait concrètement pour articuler un peu plus stratégie foncière et stratégie alimentaire. Et du coup, ça renvoie à une autre question qui est apparue aussi sur YouTube, de comment aller un peu plus loin sur le décloisonnement nécessaire entre les services au sein de vos collectivités, puisqu'il y a cet enjeu d'articuler l'urbanisme avec l'alimentation, avec l'économie, avec l'environnement. Alors peut-être pour Isabelle Touzard, cette question qui permet peut-être de justement dresser l'ensemble des compétences et politiques qui sont activées par la métropole autour des questions alimentaires, au-delà de cette question du dur du foncier. Oui, alors la politique agroécologique et alimentaire que nous avons mise en place en 2015 est coordonnée par la Direction du développement économique à la métropole, mais en fait, elle mobilise et elle coordonne donc des actions menées dans au moins 4 directions différentes. La direction du développement économique pour toute la partie structuration des filières, travaille avec les acteurs économiques, travaille sur les circuits courts, etc. On pourrait y revenir si vous voulez, et puis tous les outils de ces filières que sont le marché gare, le mine, etc. Il y a la direction de la transition écologique et énergétique qui s'occupe de tout ce volet foncier, notamment planification, maîtrise, mobilisation du foncier et ingénierie, je dirais, de l'aménagement. Il faut qu'on parle d'aménagement rural, vraiment. C'est une compétence qui, voilà, à Montpellier, ce sont les 2/3 du territoire, les zones agricoles et naturelles. Autant on a d'énormes compétences en aménagement urbain et tout l'écosystème qui est bien, autant l'aménagement rural, et on a des organismes historiques comme les SAFER, etc. Mais il faut remettre en avant ces questions-là. On a une autre direction qui est très impliquée, je pense que c'est la même chose dans beaucoup de collectivités, c'est la direction de l'eau et l'assainissement. Et on a beaucoup d'outils au travers de la protection de la ressource en eau, d'outils financiers pour travailler sur l'appui aux agriculteurs pour la diffusion de modèles plus respectueux de l'environnement, de réflexion autour de l'agroécologie. Mais il faut savoir que l'agence de l'eau, par exemple, va plus loin et finance aujourd'hui, y compris de la structuration de filières. On a un projet qui s'appelle Fibani, parce qu'on s'est rendu compte, en effet, que agir au niveau des pratiques agricoles ne suffit pas si derrière, il n'y a pas les différents maillons de la filière qui permettront à ces nouvelles… Puisque pour pouvoir supporter ces nouveaux coûts liés au passage en agriculture bio, il faut passer en circuit court, et passer en circuit court, c'est avoir une filière derrière. Je pense aux céréales, par exemple. Donc la DEA. Et puis, on travaille également avec la direction en charge de la collecte des déchets, dans le cadre d'une politique assez… à la différence du passé, assez volontariste, zéro déchet sur la métropole, et où donc on va faire tout un travail d'économie circulaire sur la mobilisation des biodéchets et des déchets verts pour l'agriculture. Donc là, on se place dans la perspective de l'adaptation au changement climatique. Enfin, vous voyez, il y a une transversalité, et je ne vous parle pas de l'éducation à l'environnement avec la direction à la culture et les écolothèques, enfin, beaucoup de transversalité. Super, merci beaucoup. On voit bien, en effet, dans les collectivités qui s'engagent autour du foncier agricole, souvent c'est une de ces directions qui amorce les réflexions et qui engage le travail de la collectivité, que ce soit autour de la cantine scolaire, de l'économie en tant que telle, de la préservation des ressources, en effet, préservation des ressources en eau qui sont aussi
des nouvelles compétences et sur lesquelles il y a des politiques publiques assez conséquentes derrière. Peut-être une réaction assez générale d'Yves Cabane. Qu'est-ce que ça vous inspire, tout ce que vous avez entendu autour de ces 3 expériences du sud de la France? Moi, j'ai trouvé tout à fait passionnant, d'une part, et ça renforce cette idée que c'est au niveau local que peuvent se faire les transformations. Ça, c'est vraiment passionnant, mais aussi la distance vis-à-vis des systèmes de planification. Et je voudrais rebondir sur ce que vous veniez de dire, Isabelle, tout ça, sur cette transversalité, c'est-à-dire reconnecter les questions reliées à l'agriculture d'une manière générale, que ce soit aux questions de santé, que ce soit des questions de déchets, que ce soit aux questions de ruralité versus urbain. Bien, si ma réaction, c'est que c'est exactement ce qui se passait aux États-Unis et au Canada. Et tout le travail a été de reconnecter. C'était un travail de connexion qui a pris un temps fou. Et où est-ce qu'ils ont fait cela? Une des solutions qu'ils ont eues, c'est celle de faire les fameux conseils alimentaires municipaux. Et dans ces conseils municipaux, il y a un très, très gros travail qui a été fait sur 400 d'entre eux. Alors, ce qui est intéressant, c'est 2 trucs. C'est d'une part que c'était autant pour décloisonner en interne, donc il y avait tous les services en gros, et aussi articulé avec ce que vous disiez sur les propriétaires, sur les uns, sur les citoyens. Et donc, ces conseils, c'est vraiment l'outil de gouvernance qui aujourd'hui est en place. Et ce qui est intéressant à observer, c'est quels sont les points d'entrée. Et là, on l'entend bien, c'est des points d'entrée qui peuvent être très différents. Et le boulot du planificateur, ça va être effectivement de connecter à travers le temps les différents, ce que vous faites, c'est-à-dire reconnecter des différents services, connecter des acteurs les uns avec les autres, mais au sein de quoi? De ce qui sont des conseils alimentaires, avec une charte en général, une charte alimentaire municipale. Et donc ça, c'est quand même, il y en a 400 actuellement. Donc, ce travail-là me paraît important. Le deuxième, j'aimerais rebondir sur ce que disait Geneviève Blanc à partir d'Anduze, qui me paraît vraiment intéressant, sur tout ce que vous avez fait au niveau de concertation citoyenne, les commissions associées, les commissions très, très importantes, parce que ça fait écho à ce qui se passe au nord, beaucoup, mais aussi pas mal au sud. C'est-à-dire de pouvoir passer d'une concertation qui se structure en commission pour être action-based, c'est-à-dire basée sur des nœuds à résoudre. Et ça encore, c'est un boulot classique que devraient faire des planificateurs si c'était des personnes chargées de cela. Et moi, je vous rejoins. Ce qui manque, c'est aussi beaucoup de gens formés en concertation, mais sur des questions agroalimentaires, pas en général. Et je voudrais simplement vous poser une question. Moi, je travaille assez sur les budgets participatifs. Il y en a quand même 200 en France, au niveau des départements, au niveau d'un certain nombre de trucs, et assez peu liés aux questions agricoles, alors que dans le monde, vous avez des budgets participatifs qui ont intégré les questions dont vous parlez et qui vous apportent des sources de financement. C'est-à-dire à partir du moment où c'est éligible, vous avez accès à des ressources départementales ou municipales. Est-ce que ça, c'est dans l'air du temps ou pas ? Ça serait une question. Il y en a 200 en France, ça émerge assez bien et distribue un peu. Et puis, je termine par rapport à ce que disait Jérôme Dubois, simplement, quand vous dites non, nous, on n'intervient pas si c'est une agriculture pour l'exportation ou pour établir des circuits courts, eh bien, c'est typiquement bien, parce que ça, c'est le rôle normalement d'un planificateur, c'est de ne pas fermer les débats, mais les laisser ouverts pour que les acteurs s'expriment et pour provoquer du débat. Et là, on passe d'une fonction d'un planificateur qui était celui qui faisait les normes, les plans, etc., et des documents, à celui qui est d'un facilitateur des débats qui sont des débats qu'il faut résoudre d'une manière démocratique. Et donc, ils sont des agents de cette transformation-là, quoi. Donc, moi, ça me fait très écho à ce que l'on trouve ailleurs et à définir un peu quel est le plus du planificateur, puisque c'était un des objets que vous m'aviez posé comme question. Voilà. Merci. Alors, peut-être pour préciser ou pour orienter, autour de ces questions de la concertation. Alors, en effet, on peut parler de budget participatif, de conseils alimentaires, qui sont des dynamiques qui sont à peine émergentes ou qui existent, voilà, qui sont en cours de constitution dans beaucoup de
de collectivité. Il y a une question en lien avec Facebook. Du coup, c'est peut-être pour Geneviève Blanc après on pourra revenir sur la fin de la question d'Yves Cabane vers Jérôme Dubois, mais donc autour de cette question de la concertation, de la mobilisation des habitants d'une manière générale finalement. La question Facebook était aussi concentrée sur le risque de ne se retrouver qu'avec des propriétaires et donc des personnes qui ont des enjeux derrière potentiellement. Comment est-ce que vous avez pris en compte cette question, notamment dans l'expérience de PLU Gare Durable? Oui. Effectivement, alors la manière dont je l'ai observé dans les PLU Gare Durable, c'est qu'en principe, on faisait une première réunion d'information à toute la population qui souhaitait venir pour expliquer la démarche des PLU Gare Durable. Donc, là, dans cette première réunion, en principe, il y avait majoritairement les propriétaires fonciers. Et ensuite, lorsqu'on met en place les ateliers de participation, de co-construction de quelle commune on veut dans 20-30 ans, là, bien souvent, ce sont les autres qui viennent participer pour dire voilà la commune qu'on voudrait dans 20-30 ans. Et les propriétaires fonciers, ils sont beaucoup moins présents. Bien souvent, c'est ce que j'ai observé. Ils sont beaucoup moins présents à ces étapes-là. Donc, après, on peut imaginer qu'ils reviennent après au travers de revendications. Mais le résultat, c'est que les élus, ils sont beaucoup plus forts. Ils peuvent s'appuyer sur la concertation citoyenne pour mettre en avant autre chose que la constructibilité des terres. Voilà. Donc, c'est un peu le jeu que j'ai pu observer dans le cadre des concertations PLU Gare Durable. Et curieusement, c'est un petit peu différent ce que j'observe sur la commune d'Anduze, puisqu'on a fait on a repris une révision de PLU donc à notre compte, mais en changeant les axes, puisqu'on a mis l'agriculture comme un axe important, alors que Anduze est une petite ville, comme je disais, mais en déprise agricole, puisque c'est une ville touristique, et donc on parlait que de tourisme. Et donc nous, on se met à parler de tourisme et d'agriculture. Donc, on n'en est pas encore effectivement au budget participatif agricole, pas tout à fait encore au conseil alimentaire, mais j'espère qu'on pourra y venir et que disons que l'accompagnement du département et de Terre de Liens va dans ce sens-là, hein, bien sûr. Et donc voilà, c'est une progression quoi, qui me semble importante. Alors ensuite, Anduze, je disais, je n'ai pas observé tout à fait la même chose quant au un peu les ateliers qu'on a mis en place ont été thématisés sur les mobilités douces, l'aménagement des berges du Gardon. Le Gardon, c'est structurant hein, pour nous, c'est en même temps les inondations, en même temps le tourisme, la baignade, c'est un axe structurant de la commune. Et puis 2 quartiers avec des enjeux forts en termes d'urbanisme et d'agriculture pour l'un de ces quartiers. Là, j'ai vu la participation des propriétaires comme des nouveaux arrivants, comme des habitants locataires, des personnes qui viennent d'arriver depuis un mois, comme d'autres qui sont là depuis des décennies. Donc là, c'était assez intéressant de voir qu'on a réussi à réunir finalement des populations très différentes qui se parlent plus ou moins dans le courant de l'année. Voilà, c'est ce que je peux dire par rapport aux propriétaires terriens. Donc, on verra, puisque là, nous, on en est sur Anduze à la construction du projet d'aménagement de développement durable. On n'en est pas encore au zonage, donc on expérimentera ça après la suite. Très bien. Donc, en effet, les propriétaires, les agriculteurs, bien sûr, mais aussi les habitants et les mangeurs dans l'ensemble de leur diversité. Peut-être une double question pour Jérôme Dubois. Il y en a plusieurs qui tournaient autour des zones agricoles protégées et ou des PAN, donc périmètre périurbain, je ne déroule pas tout l'acronyme, autour des risques potentiels autour de ces super zonages. Est-ce que ce n'est pas finalement reporter les problématiques de pression foncière à la frontière des zones agricoles protégées, ou est-ce que ce n'est pas une manière de justement rendre acceptable le fait d'urbaniser à côté des zones agricoles protégées? C'est peut-être une première question, mais il y en a plusieurs qui étaient sur les chatters qui sont arrivés à ce sujet-là.
Et puis après, on pourra reboucler sur la question de l'animation du dialogue territorial, de l'acculturation autour de l'ensemble des professionnels de l'urbanisme et de l'aménagement. Donc peut-être d'abord sur les superzonages, entre guillemets, si on les nomme comme ça. Oui, alors d'abord dire que le débat d'aujourd'hui, je crois, je prends ma casquette d'urbaniste là pour le coup, parce qu'on tourne autour. Le message que je voulais faire passer, je vais dire une évidence, on le sait, c'est qu'aujourd'hui, planifier ne suffit pas. C'est-à-dire que planifier pour protéger les terres agricoles, à la limite, il n'y a plus d'enjeu à avoir, puisque de toute façon, le droit nous y oblige. C'est le dire de l'État sur les territoires, c'est le zéro artificialisation nette, c'est le passage en CDPNAP, enfin, vous connaissez tout ça. Donc aujourd'hui, c'est verrouillé, et c'est tant mieux. Jusque-là, on sera d'accord, on ne va pas se disputer. Le grand débat, je crois, local, autour duquel on tourne, c'est comment on sait que sanctuariser l'espace agricole, ça ne suffit pas, mais ça fait des décennies qu'on le sait, et même si on a freiné aujourd'hui dans le comportement des propriétaires la spéculation, c'est-à-dire j'attends que le trait d'urbanisation arrive, maintenant ils commencent à comprendre que le trait n'arrivera pas parce que le droit de l'environnement et le droit de l'urbanisme français c'est rigidifié, mais si vous voulez, même si j'ai un trait rigide, ça ne dit pas ce que l'on fait sur ces terres en déprise. Je pense par exemple au pourtour montpelliérain ou à Anduze, effectivement, puisqu'on a des territoires, nous, en Haute-Provence, dans le Luberon, on a des problématiques assez similaires. Donc la question, c'est comment, par-delà la planification et la sanctuarisation ou la protection des espaces agricoles, on redonne un avenir, on est dans une stratégie de reconquête. C'est là que je voulais… Et donc, du coup, que l'on soit sur le choix des filières, sur des politiques un peu stratégiques d'acquisition foncière, c'est ce que fait Montpellier, mais après, il faut que les institutions et les moyens de le faire, vous voyez, et l'envie et les moyens de le faire, que ce soit des questions de grands équipements, par exemple transition énergétique, écologique, pardon, il y a la question des changements climatiques, la question de l'irrigation. Est-ce que la collectivité va intervenir dans le débat agricole pour investir dans des moyens d'irrigation pour sauver ce qui peut l'être? Bon, ce genre de débat. Donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus tant la planification qui m'interroge, c'est bien les questions que vous posez, c'est les mécanismes participatifs de remobilisation des acteurs collectifs. Donc, c'est la question, par exemple, des chartes agricoles, c'est-à-dire la façon dont on prend la collectivité, les différents acteurs se mettent autour de la table avec les professionnels du monde agricole et réfléchissent à 20 ans, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la question de la pyramide des âges, la question du remembrement, la question, je vais dire, des choix de mise en culture. Voilà, donc j'insiste, le débat, il est là. Et c'est là que c'est intéressant parce que c'est ça qui va donner des expérimentations locales, des apprentissages locaux, des modes de configuration ou de reconfiguration des acteurs locaux qui sont un peu intéressants. Donc, deuxième, j'oublie pas la question de Damien, la question des macro-zonages. Oui, on est d'accord. D'ailleurs, je l'ai dit sans phare, hein, j'ai expliqué très rapidement que la question de la ZAP, c'est merveilleux. On a une ZAP sur près de 1000 et quelques hectares à l'échelle de toutes les bonnes terres agricoles, limoneuses, irriguées du Val de Durance, dans le sud des Alpes-de-Provence. Bravo les élus. Mais je vous ai expliqué sans phare que c'était aussi le résultat d'un débat qui dépassait cette simple question-là. Après, ouais, ça veut dire que le débat, on a zappé, le choix de ces 1000 et quelques hectares, c'est un choix à la fois qui est fondé sur du diagnostic, je dirais, scientifique, de débat à dire d'experts, avec les services de l'État, avec les chambres, avec la SAFER, pour expliquer que voilà, parce que c'est les bonnes terres, je disais, irriguées, limoneuses, remembrées, mécanisables, enfin, vous connaissez votre métier à tous, donc vous savez toutes ces choses-là, mais ça veut dire qu'on passe les terres agricoles à la moulinette de critères d'experts, de critères techniques qui valent ce qu'ils valent et qui sont aussi liés aux enjeux du moment, c'est-à-dire de la production agricole, encore pour le coup plutôt, comment je vais dire,
insérés dans l'économie monde. Donc, on n'est pas forcément sur des questions de transition. Voilà. Donc, ça veut dire que les périmètres de ZAP en eux-mêmes et l'origine politique d'une ZAP peut être interrogée, on est d'accord. Et deuxièmement, effectivement, il y a bien ce risque-là, c'est-à-dire qu'en mettant le zoom sur une partie des terres, on renvoie des formes de pression ailleurs. Oui, absolument, oui, puisque notamment, quand je parlais de le débat entre protection des terres agricoles au vu des enjeux alimentaires du 21e siècle et en général et des circuits courts et transition écologique en particulier, mais on a un autre débat qui est celui de la transition énergétique et de la production d'énergie renouvelable, notamment à partir de photovoltaïque, puisqu'on est on est du sud là tous, hein, de côté du Rhône certes, mais du sud malgré tout. Et donc du coup, on a cet enjeu-là, c'est que la production d'énergie renouvelable, et en particulier photovoltaïque, ça consomme de l'espace. Et donc si on veut sortir à la fois du gaz russe, du pétrole arabe ou des centrales nucléaires, de ce qui reste d'EDF, il faudra bien produire de l'électron vert. Et donc ce qui veut dire que du coup, d'un côté je zappe, mais de l'autre côté, donc il ne s'agit pas de faire du lotissement, hein, mais il s'agit effectivement de permettre l'installation de centrales de photovoltaïque qui sont consommatrices d'espace. Donc il y a des formes d'arbitrage dans la ZAP, oui. Très bien. Ça reboucle bien en effet avec finalement l'ensemble de la complexité auxquelles sont confrontés les élus, mais aussi les agents, et puis finalement derrière l'ensemble des citoyens et des électeurs. On arrive à la fin de notre échange, malheureusement j'ai envie de dire, mais peut-être pour relaisser un petit temps de parole à chacune d'entre vous, quelle est une question un peu plus large d'ouverture, on va dire ça comme ça, mais quel serait pour vous le point central pour permettre, justement, pour faciliter ce décloisonnement à la fois entre services, entre mondes, d'une certaine manière, présents sur le territoire, entre échelles de collectivités. Comment est-ce qu'on peut avancer de manière conséquente sur cette acculturation des élus, des techniciens, sur les différents enjeux de dialogue territorial notamment? Voilà, peut-être juste un conseil finalement pour l'ensemble de la communauté récolte, on peut le formuler comme ça. Qui par la suite, donc je précise aussi tout de suite maintenant qu'on se retrouve cet après-midi avec un ensemble d'ateliers où on pourra avoir de la participation de manière plus conséquente et vraiment centrée également sur les échanges de pratiques, à la fois sur, voilà, je ne vais pas tous les reciter, mais que ce soit sur la concertation, la participation, les fameuses zones agricoles protégées, le bâti, les différentes étapes pour. Donc on pourra échanger un peu plus précisément sur l'ensemble de ces sujets et puis leviers un peu techniques précis. Mais voilà, peut-être pour clôturer notre matinée, un dernier tour de table. Qu'est-ce qui vous semble le plus primordial finalement pour pouvoir dépasser ces contraintes et ces enjeux? Isabelle? Oui, quelque chose qu'on a évoqué très rapidement pour moi, on parle d'échelle, c'est ces questions interterritoriales, d'aménagement global, de planification à une échelle vraiment globale. Aujourd'hui, sur une grande ville comme Montpellier ou ses abords, on densifie. Le maître mot, c'est densification. Et ramener au nombre d'habitants, la consommation de terres agricoles diminue drastiquement. Elle existe toujours, mais elle diminue drastiquement, puisque voilà, cette acculturation sur la densification se fait. C'est volontaire. Par contre, aujourd'hui, de plus en plus de personnes travaillant à Montpellier, puisque Montpellier reste quand même malgré tout une ville-centre qui attire l'économie, les équipements culturels, etc. Les personnes vont, pour des questions de coût d'accès au foncier, loger dans des communes de plus en plus lointaines, dans le département de l'Hérault ou du Gard. Et aujourd'hui, la consommation des terres agricoles sous forme pavillonnaire ne se fait plus dans les grands centres urbains ou autour. Elle se fait dans l'arrière-pays. Et c'est dramatique ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que cet éloignement de plus en plus grand, pourtant l'épisode les gilets jaunes, tout ça, les crises qu'on vient de vivre nous montrent que c'est dramatique ce qu'on est en train de vivre, mais là ça rejoint vraiment une problématique beaucoup plus globale d'interscot, hein, et d'aménagement, voilà. Là, je vous parle à une échelle d'un département. Enfin, quand même, en France, on a des communes qui se dépeuplent, où aujourd'hui les maisons sont vides, où aujourd'hui des maires cèdent à 1 euro symbolique du mètre carré à construire.
Alors qu'on en a d'autres, comme au sud de la France, où on est dans les zones Montpellier, enfin je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez, c'est une des zones les plus fragiles, où on a tous les risques liés au changement climatique. On a les risques d'inondation, on a les risques de feux de forêt, on a les risques de submersion, on a la biodiversité la plus riche, donc les risques d'érosion les plus forts. Enfin, on a tout, et on continue à accueillir, à attirer de la population. Donc voilà, à une échelle macro, mais aussi à une échelle, je dirais, interterritoriale, il y a vraiment une réflexion à avoir parce que ce modèle, au-delà de la question de la globalisation de l'alimentation, mais ça va de pair tout ça, continue à consommer énormément de foncier agricole. Mhm. Entendu de l'enjeu de, en effet, déséquilibre en deux mots, hein, bien sûr, entre territoires. Jérôme Donc, Dumont. pour réfléchir en termes d'outils, c'est les fameux contrats de réciprocité. Moi, j'y réfléchis beaucoup avec en ce moment, hein, on relance ça avec les communes des Hauts-Cantons ou du Sud-Lozère, où au travers du travail qu'on peut faire sur les filières alimentaires ou de bois, etc., comment on aide ces endroits aussi à se revitaliser, puisque la déprise agricole et d'élevage se fait en zone périurbaine pour les questions de pression foncière, mais aussi dans ces communes. En effet, les contrats donc, hein, qui permettent d'engager des relations au long cours entre des villes-centres et des territoires périphériques producteurs d'aliments. On revient un petit peu sur la notion qui a été apportée tout à l'heure par Yves Cabane, hein, de ville-région ou de biorégion, on l'a vu dans le chat. Voilà, on est sur des sujets émergents, mais qui sont centraux pour l'ensemble de nos sujets. Jérôme Dubois, une invitation, un propos conclusif sur notre matinée. Oui, volontiers. Dire que, enfin, je n'ai pas de solution miracle, mais en observant ce qui se passe sur les territoires, là, c'est une course de vitesse. Mais malgré tout, rester optimiste, c'est-à-dire voir comment la question de l'agriculture, des circuits courts, la question des paysages, les micro-paysages ou les grands paysages, ce qui fait l'identité du territoire, c'est invité aujourd'hui dans les débats d'aménagement. C'est quelque chose qui s'est répandu comme une traînée de poudre. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on a des vraies expérimentations locales portées par des élus ou des bureaux d'études qui mettent ces questions-là aujourd'hui au centre du projet de territoire. Ça fait sens. Donc du coup, essayons de rester confiants sur la façon dont les débats locaux peuvent s'appuyer sur ces questions-là pour faire de l'aménagement autrement. Voilà. Et puis la deuxième, il faut aussi travailler d'une manière plus ponctuelle sur la formation des jeunes. Une petite réponse à Yves Cabane qui disait, mais effectivement, il nous faut des gens formés. Vous dire que même le milieu académique et universitaire s'est mis en place aujourd'hui pour travailler de cette façon-là. J'en veux pour preuve à Aix-Marseille Université, à l'Institut d'urbanisme. Depuis 10 ans, nous avons monté un master qui est cohabilité Aix-Marseille Université, École du paysage de Versailles, qui est sur aménagement, urbanisme et paysage, et qui prend la question et qui forme des futurs professionnels à prendre la question du paysage comme nœud du projet de territoire. Donc, excusez-moi, je fais un petit coup de pub là, mais c'est parce que vous avez évoqué la chose, donc du coup je me permets, sinon je ne me serais pas permis. Mais voilà, vous dire que là aussi, c'est toute une société qui s'est mise en marche et qui essaie de réfléchir en termes professionnels ou en termes politiques ou de débats citoyens, en termes de débat social, sur ce changement de regard. Super. Donc, en effet, hein, des changements de regard partout, finalement, à chaque échelle et partout. Donc, on a du beau boulot pour les années qui viennent. Geneviève Bernard, un regard justement sur cet enjeu d'appropriation des questions agricoles, foncières, alimentaires par l'ensemble des personnes. Oui, je pense que c'est l'appropriation par la société qui fera avancer, je pense, les cadres, les élus, les différents, les PLU, etc. Moi, je voulais aussi revenir juste sur, pour nous, hein, qui sommes donc en zone rurale, on va dire, et en même temps périurbaine par rapport à Alès et l'arrière-pays de Nîmes et de Montpellier. Je pense mettre en avant quand même qu'il les ressorts un peu pour agir. Il me semble qu'on a évoqué les contraintes réglementaires importantes et qui se superposent, qui sont des vrais millefeuilles. Je pense qu'il faut aussi, comme l'a dit Isabelle Touzard à un moment donné, de ces contraintes en faire des atouts. C'est-à-dire que, par exemple, les inondations, la question de la rareté de l'eau, pour nous,
on s'appuie là-dessus pour dire, ben voyez, ces terres, on ne peut pas en faire autre chose que de l'agriculture. On ne peut pas construire indéfiniment, urbaniser indéfiniment. Il faut aussi garder des espaces pour l'agriculture. Pour nous, on va le transformer. Enfin, on est en train de transformer cette contrainte forte sur l'eau à tous les niveaux pour en atout pour l'agriculture. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que pour nous, la reconquête agricole, effectivement, elle va passer par une offre globale ça va être des terres, et il faut aussi penser au logement, parce que les agriculteurs qui s'installent dans des endroits où il y a de la pression foncière comme à Anduze, c'est pas évident de trouver un logement, donc il faut aussi qu'on pense à ça. Et puis aussi l'appui des pairs qui sont là déjà installés. C'est important pour les questions de matériel, de savoir-faire, de terroir, etc. Donc ça, c'est des choses qui nous paraissent importantes à travailler dans une commission et en étant accompagné comme on l'est. Voilà, je pense que c'est important aussi de ne pas être seul là-dessus, d'agir en partenariat. C'est vraiment aussi là quelque chose que je voudrais mettre en avant. Je pense que les communes rurales qui n'ont pas beaucoup d'ingénierie à l'interne, qui n'ont pas pléthore de services comme en ville, je pense que la ressource, c'est vraiment le partenariat. Et quand il y a la volonté politique, le partenariat, il se met en place autour de nous. Et il faut savoir s'appuyer là-dessus pour arriver à co-construire donc, cette offre globale pour les agriculteurs. Et en parallèle, il faut aussi travailler avec les organismes qui accompagnent les porteurs de projets pour arriver à faire on va dire la rencontre entre toutes ces préoccupations et ces volontés. Voilà ce que… Des réciprocités des réciprocités et des coopérations entre territoires, y compris en termes d'ingénierie, c'est important de le dire. Et c'est aussi très important de pouvoir appuyer sur le fait que pour avoir des paysans, il faut des terres, certes, mais il faut aussi des personnes qui les exploitent. Merci beaucoup Geneviève Blanc, Jérôme Dubois, Isabelle Touzard pour vos interventions fort riches et ces échanges qui dressent plein de perspectives par la suite. Au-delà de vos expériences, je pense qu'il y en a plein d'autres aussi qui sont dans les mêmes enjeux justement, et que ça illustre très bien. Même si on est très, très sudiste, entre guillemets, beaucoup de problématiques auxquelles sont confrontés des élus, des techniciens, des citoyens dans plein d'autres territoires français. Peut-être un dernier mot pour Yves Cabane, qui ne sera pas avec nous cet après-midi, qui permet peut-être justement de conclure en beauté, j'ai envie de dire, notre matinée, et avant d'aller nous sustenter. Yves Cabane, un dernier petit mot? Bon. Moi, j'ai une question. Bon, je trouvais ça passionnant parce que je viens d'une zone. Attendez, je viens d'une zone des Landes à l'origine qui a été dépeuplée dans des vrais déserts. Donc j'ai migré. Donc ce que vous dites pour moi, c'est formidable parce que peut-être que j'aurais pu y rester dans mon terrain. Donc passionnant. Mais moi j'ai une question que je voudrais vous poser. C'est par rapport à votre insertion extraordinaire sur le plan micro-local, local, communauté de communes, etc. Quelles seraient vos attentes par rapport à des échanges internationaux? Parce qu'en vous écoutant et en parlant de Kampala, en parlant de Bangkok, j'en ai économisé, qu'est-ce que vous attendriez de ces échanges et autour de quel thème? Parce que sinon, et je me posais la question, qu'est-ce que de ce que vous faites sera intéressant pour les quartiers dans lesquels je continue de travailler dans plusieurs pays du Sud et du Nord. Et encore. Et je crois que c'est un peu la question que je laisse à Récolte pour que Terre de Liens soit aussi, à Terre de Liens, qu'elle soit aussi un lien par rapport à notre planète qui est limitée, quoi. Et comment vos débats peuvent alimenter les autres. Mais est-ce que vous avez des attentes d'échanges internationaux et sur quoi? Et je le pose aussi à tous ceux qui nous écoutent. Parce que si on n'a pas un petit mandat de votre part qui remonte, des gens comme nous qui passons le temps à passer des frontières, on va peut-être aller vers la frontière erronée. Et voilà, moi c'est ma question. Je trouve ça à la fois très passionnant, mais une vraie question, mais je pose autant à Colline qu'à Damien, qu'aux animateurs. Vous avez des attentes d'échanges internationaux? Et sur quoi? Très bien. Voilà.
Je pense que c'est une super perspective ou une piste à ouvrir, à creuser par la suite. Il y a déjà pas mal de collaborations, coopérations, programmes qui existent, à la fois du côté INRAE, UMR Innovation. Colline Perrin pourrait en dire quelques mots, mais je pense que c'est plus le moment. Je suis désolé, Colline, mais il va falloir qu'on boucle. De même, du côté de Terre de Liens, je cite juste le réseau Access to Land, que l'on pourrait également creuser, mais en tout cas à l'échelle européenne, avec plusieurs organisations qui travaillent sur l'accès à la terre et qui travaillent également avec les local authorities, donc les collectivités territoriales que nous réunissons aujourd'hui. La communauté récolte aujourd'hui, en effet, à l'échelle française, et c'est déjà bien, c'est déjà beaucoup. Chouette de voir déjà toutes les personnes ici présentes qui sont prêtes à échanger avec nous à ce sujet-là. Mais je pense qu'on est totalement apte à poursuivre cette discussion avec vous, Yves Cabane, sur les questions d'échanges internationaux, parce qu'on voit bien à quel degré aussi c'est super intéressant et important de sortir de nos contraintes et de nos quotidiens franco-français. C'est essentiel pour réussir justement à réfléchir planète, comme vous nous y avez invité. À